Bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce webinaire de présentation de plan d'actionnariat dans un contexte international. Ma collègue Delphine Apostoli et moi-même allons vous présenter deux grandes parties. L'une concernant plutôt la fiscalité et l'autre concernant les implications patrimoniales. Alors, je vais commencer et merci à l'UFE pour l'organisation de cet événement, bien sûr. Voilà, donc bienvenue à tous. Je vais commencer par une brève présentation de la Banque Transatlantique. Alors, la Banque Transatlantique fait partie d'un groupe Crédit Mutuel. Ce groupe Crédit Mutuel est une banque mutualiste qui n'est pas cotée en bourse et qui, de ce fait, a à la fois une très belle solvabilité, puisqu'elle a le premier ratio de solvabilité des 5 premières banques françaises. Elle a également de très belles notations, Standard & Poor's, Fitch et Moody's, donc ce qui donne la solidité et la sécurité de ce groupe. Et notre actionnaire unique est le CIC. Donc la Banque Transatlantique a 50 milliards d'encours aujourd'hui et se place parmi les premières banques de gestion privée avec des Rothschild, des Odo. Et donc, la Banque Transatlantique a également cette spécificité de savoir gérer nos compatriotes français qui sont partis en expatriation. On a 420 collaborateurs, dont 100 qui sont dans soit des bureaux de représentation, soit des filiales à l'étranger. Alors, ce que l'on peut dire sur le contexte international qui permet d'avoir ce sujet ce matin, c'est que c'est un contexte qui est de plus en plus complexe. Vous l'aurez certainement testé de votre côté. Bien sûr, les personnes qui disposent d'un patrimoine sont maintenant, c'est du patrimoine qui est international, qui est dans plusieurs pays. Il y a la mobilité également des membres d'une même famille. Et puis, certainement vous-même, peut-être êtes-vous qualifié de serial expat, c'est-à-dire d'expatriés qui passent de pays en pays pour la même société ou pour une société différente. Également, l'accroissement des flux dématérialisés, on voit la digitalisation, alors on parle aussi de la mondialisation, et on ne parlera pas ce matin des crypto-monnaies, mais ça fait partie de cette dématérialisation. Qui est un des faits de ce contexte international. L'évolution des politiques migratoires, on a des régimes fiscaux et un cadre juridique local qui est également à considérer, et des politiques sectorielles des établissements financiers qui sont de plus en plus regardés. Donc, la conclusion de ce contexte, c'est de dire que vous avez besoin d'une expertise qui va être de plus en plus sur mesure et de plus en plus spécifique pour votre situation. Alors, la Banque Transatlantique est présente à l'international, soit par des bureaux de représentation, soit par des filiales. Et donc là, vous voyez, pour la partie Asie qui nous concerne ce matin, nous sommes présents physiquement à Hong Kong et à Singapour. Après, vous pouvez voir que nous sommes présents en Europe, bien sûr, mais également en Amérique du Nord. Et de l'Europe, nous regardons également l'Afrique et l'Amérique du Sud. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir un relais de représentation et donc de pouvoir être en lien physique avec vous. Ça nous a permis pendant, et la pandémie n'est pas terminée encore, mais ça nous a permis pendant ces moments de confinement de pouvoir être plus proche de certains de nos clients. Alors, notre expertise, vous la verrez déjà ce matin sur beaucoup de points, mais c'est une expertise vis-à-vis des salariés de grands groupes. Donc ça, c'est l'expertise qui vous concerne. Et ensuite, de chefs d'entreprise qui peuvent avoir monté leur entreprise ou repris une entreprise à l'international, d'investisseurs, de hauts fonctionnaires. Donc les diplomates français sont historiquement chez nous à une bonne proportion, et des investisseurs étrangers également qui recherchent des investissements sur le marché européen. Donc, on leur ouvre également la porte sous certaines conditions. Voilà. Alors, on va dire que notre approche ensuite est un peu spécifique. C'est une approche qui va être sur mesure.
j'en parlais tout à l'heure, et c'est une approche projet ou besoin. Et comme vous voyez sur ce slide, la personne qui est au centre, c'est bien vous, c'est le client, et vous n'êtes pas seul puisque le banquier est proche de vous. Donc, c'est ensuite l'accès que vous avez à l'ensemble de l'analyse, structuration, mise en place d'une stratégie et réalisation avec l'ensemble des métiers. Tout cela dans une architecture ouverte, ce qui nous permet vraiment de faire du sur-mesure. Et vous allez voir ce matin dans la dernière partie, dans la troisième partie, que finalement, nous essayons d'adapter en fonction de notre clientèle. Et donc là, on va parler actionnariat manager. Et donc, vous verrez que le banquier va s'adapter à votre situation en tant que bénéficiaire d'actionnariat manager. Alors, malheureusement, cette dernière partie n'est pas accessible à tous les participants de la Malaisie. Voilà, donc je vais donner la parole à Delphine pour commencer avec un peu de fiscalité. N'oubliez pas de nous poser vos questions dans le chat et nous vous y répondrons à la suite de nos présentations respectives. Environ 15 minutes de présentation chacun. Et ensuite, il y aura une petite quinzaine de minutes également pour répondre à toutes vos questions. Et si jamais nous n'arrivions pas à répondre à l'ensemble de vos questions, on continuerait le lien au-delà de cette présentation aujourd'hui. Merci Marc et bonjour à tous. Donc, je vais commencer, moi, la partie fiscale par un rappel assez rapide du mécanisme des stocks options et des attributions gratuites d'actions. Donc, comme vous le savez, les stocks options permettent à des salariés et à certains mandataires sociaux d'une société d'acquérir des titres de leur société pendant une durée déterminée et ce, à un prix fixé à l'avance. Donc, lors de l'exercice de l'option et du versement de ce prix fixé, le salarié va devenir actionnaire de la société et il va réaliser un premier gain qu'on appelle le gain d'acquisition qui va correspondre au cours du titre au jour de la levée de l'option. Qui va correspondre à la différence entre le cours coté de l'action et le prix d'exercice. Puis plus tard, un second gain sera réalisé, la plus-value de cession, qui va correspondre à la différence entre le cours de cession et le cours du titre au jour de la levée. Pour les attributions gratuites d'actions, donc ça, c'est un régime qui va permettre aux salariés et à certains mandataires sociaux d'acquérir donc des actions de leur société, et ce gratuitement. Ils vont dégager aussi là deux gains. Un premier gain d'acquisition, qui cette fois va correspondre au cours du titre au jour de l'acquisition définitive, puis plus tard, lors de la cession, une plus-value de cession qui va correspondre à la différence entre le cours de vente et le cours au jour de l'acquisition définitive. Donc, dès lors qu'on a déterminé les deux types de gains éventuellement réalisables, quand est-on imposable en France sur ces gains? Alors, pour être très clair, là, dans toute la présentation, je ne vais parler que de plans qualifiés selon les dispositions donc, du Code de commerce français. Si vous aviez des questions éventuelles sur des plans non qualifiés, n'hésitez pas à les poser via le chat. Nous y répondrons par la suite. Commençons par les stocks options, mais vous verrez pour les actions gratuites, c'est la même chose. En fait, lors de l'attribution de l'option, lors du vesting de l'option ou de l'exercice de l'option, il n'y a pas d'imposition en France. L'imposition du gain d'acquisition est retardée à la cession des titres. Donc, lors de la cession, deux gains sont imposés, le gain d'acquisition et la plus-value de cession éventuelle. En sachant qu'ici, on est dans un contexte international avec un bénéficiaire qui serait a priori non résident fiscal français lors de la cession. De ce fait, seul le gain d'acquisition sera imposable en France, la plus-value de cession est imposable dans l'état de résidence du bénéficiaire. Pour les attributions gratuites d'actions, c'est la même chose. Pas d'imposition lors de l'attribution. À l'acquisition définitive, on détermine un gain d'acquisition, mais celui-ci sera imposable uniquement lors de la cession des titres, en même temps qu'une plus-value de cession pour un résident fiscal français. Dès lors qu'on est non résident fiscal français, seul le gain d'acquisition
est imposable en France. Alors, une des difficultés dans un contexte international, c'est que tous les pays n'ont pas ces mêmes faits générateurs. Il est assez fréquent de voir qu'en fait, le gain d'acquisition est imposable lors de l'exercice et non lors de la vente comme en France. Entre l'attribution des stocks options et des actions gratuites et la cession des titres, il est fréquent que le bénéficiaire soit amené à changer de pays d'exercice de l'activité professionnelle. Et donc là, la question qui se pose, c'est quel État peut imposer et quel gain va-t-il imposer? La question ne se pose en fait que pour le gain d'acquisition. Alors là, c'est un peu plus simple parce que la position française a rejoint la position classique de l'OCDE qui est partagée par un grand nombre de pays. Donc, je vais la détailler plus tard. Mais c'est vrai que pendant un certain temps, elle avait une position assez particulière qui, dans un contexte international, générait beaucoup de problématiques. La plus-value de cession, on l'a vu, une imposition exclusive dans l'état de résidence. Donc là, pas de question éventuelle de droit de répartition. Un petit mot peut-être sur l'exit tax. Vous le savez, sous certaines conditions, maintenant, alors ça date de 2011, une personne qui quitte la France est imposable en France sur ses plus-values latentes, notamment lorsque la valeur cumulée de ses placements financiers excède 800 000 euros. Dans cette plus-value latente, on tient compte de la plus-value de cession. En revanche, le gain d'acquisition n'est pas intégré dans la base de calcul de l'exit tax. Alors, la répartition du gain d'imposition selon l'administration fiscale française. Alors, l'idée, c'est qu'un non-résident fiscal français n'est imposable en France que sur le gain d'acquisition de source française, c'est-à-dire la fraction du gain qui correspond à l'activité professionnelle qu'il aura exercée en France. Pour déterminer ce gain de source française, l'administration a une démarche en plusieurs temps. Tout d'abord, il faut déterminer l'activité en contrepartie de laquelle les options ou les actions gratuites auront été attribuées. On va parler de période de référence. Puis, dans un second temps, déterminer les états dans lesquels cette activité aura été exercée et imposée et répartir ce gain en conséquence, en sachant que l'administration fiscale française fait cette répartition selon un décompte calendaire. Alors, un petit exemple pour vous expliquer cette fameuse période de référence. L'administration considère que l'attribution de stock options ou d'actions gratuites peut rémunérer soit des services futurs, soit des services passés. Là, dans notre premier exemple, on est dans un cas de rémunération de services futurs, c'est-à-dire que la personne n'acquiert définitivement les droits qu'à l'issue d'une certaine période. Donc ici, une période de 1095 jours, comme vous le voyez sur le schéma. Si on regarde pendant cette période de 1095 jours de période de référence, on a une activité professionnelle dans l'état A de 729 jours et dans l'état B de 366 jours. Donc la répartition du gain va se faire de façon très simple. C'est sur le gain d'acquisition total déterminé. Pour déterminer la partie imposable dans l'état A, on va appliquer la fraction 729 sur 1095 jours, donc la durée totale de la période de référence. Et pour l'état B, ce sera la fraction 366 jours, donc la période dans l'état B sur la période de référence 1095 jours. Concernant une rémunération de services passés, là, l'administration considère que le salarié est immédiatement propriétaire des droits, donc des options ou des actions gratuites, au jour de l'attribution. Donc, la période de référence va correspondre au jour d'attribution des options et l'imposition de la totalité du gain d'acquisition reviendra à l'état A, l'état dans lequel la personne travaillait et était imposée au moment de l'attribution. Dès lors qu'on a déterminé donc pour le non-résident le gain de source française, donc le gain d'acquisition imposable en France, quels sont les taux qui vont lui être appliqués? Alors, commençons par les stocks options. Pour les options attribuées à compter du 27 avril 2000, le gain d'acquisition est imposable au taux de 30% pour la fraction inférieure à 152 500.
Au-delà, le taux est de 41%. Ces taux sont diminués, sont réduits à 18% et 30% dès lors qu'un délai de portage de 2 ans supplémentaire est respecté. Pour les options attribuées à compter du 16 octobre 2007, on rajoute à ces taux la contribution salariale de 10%. À noter que les taux classiques, le salarié pourrait préférer opter pour l'application du barème progressif si celui-ci était plus intéressant. Pour les options attribuées à compter du 28 septembre 2012, le gain d'acquisition est imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec la contribution salariale de 10%. Pour les actions gratuites, là, on a un certain nombre de régimes qui s'appliquent. Vous allez voir, c'est un tout petit peu plus compliqué que pour les stocks options. Sur le premier régime, donc qui date de 2006, le gain d'acquisition est imposable au taux de 30% avec possibilité d'opter pour l'application du barème progressif. Pour les actions gratuites attribuées à compter du 16 octobre 2007, toujours ces 30% et aux possibilités d'opter pour le barème avec une contribution salariale de 10%. Et pour les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012, même régime que pour les stocks options, barème progressif et contribution salariale de 10%. Alors pourquoi c'est un peu plus compliqué pour les actions gratuites? Parce qu'à compter des attributions qu'on appelle loi Macron 1, Macron 2 ou Macron 3, on ne va pas s'attacher à la date d'attribution de l'action gratuite pour savoir quel régime il est applicable. On va devoir connaître la date de l'Assemblée générale extraordinaire qui autorise l'attribution de ces actions gratuites. Donc, dans le cas de la loi Macron 1, on est dans une autorisation d'AGE entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016. Le gain d'acquisition est imposé au barème progressif. Et alors là, l'intérêt de ce régime, c'est que dès lors qu'on conserve les titres plus de 2 ans, à compter de l'acquisition définitive, on peut bénéficier d'un abattement pour durée de détention. Donc, quand la conservation va de 2 à 8 ans, on a un abattement de 50%. Si la conservation est supérieure à 8 ans, on a un abattement de 65%. De plus, la contribution salariale, elle, est de 0, il n'y en a pas. Pour la loi Macron 2, donc là on parle d'une AGE à compter du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017. On garde ce même régime loi Macron 1 très favorable pour la fraction du gain inférieure à 300 000 euros. En revanche, pour la fraction supérieure à 300 000 euros, on est sur un barème progressif et la contribution salariale de 10% qui revient. La loi Macron 3, donc là on est dans un cas d'assemblée générale en date, à compter du 1er janvier 2018. Pour la fraction inférieure à 300 000 euros, on a un barème progressif et cette fois-ci avec un abattement pour un abattement de 50%, justement sans une quelconque durée de détention respectée, ce qui est très intéressant. Au-delà des 300 000 euros, c'est un barème progressif avec la contribution salariale de 10%. Un petit mot sur la contribution salariale, parce que souvent les personnes se disent « je suis non-résident, donc je ne suis pas redevable de cette contribution salariale », alors qu'en fait la résidence fiscale n'a rien à voir. En fait, on est dans un cas, là encore, de plan qualifié. Le fait générateur de l'imposition, on a vu, c'était la cession. Ce qui compte, c'est de savoir si au moment de la cession, la personne est assujettie à un régime obligatoire d'assurance maladie français. Si c'est le cas, la contribution salariale est due. En revanche, si la personne ne l'est pas, il n'y a pas de contribution salariale due. Pour rappel, la CFE, c'est une affiliation qui est volontaire, donc la contribution salariale n'est pas due dans cette hypothèse. Petit comparatif pour un gain d'acquisition qui serait intégralement imposable en France, comparatif entre le traitement d'un résident fiscal français et d'un non-résident fiscal français. On voit que pour les deux, l'impôt sur le revenu est dû. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sera éventuellement due si le revenu fiscal de référence excédait les seuils prévus. En revanche, les prélèvements sociaux dus par le résident fiscal français ne sont pas dus par les non-résidents fiscaux de France, et la contribution salariale
pourrait éventuellement ne pas être dû par le non-résident si en plus il n'était pas affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie français. Donc, pour résumer ce qu'on a vu, le non-résident fiscal de France lors de la cession est imposable sur le gain de source française déterminé tel qu'on l'a vu précédemment. La plus-value de cession n'est pas imposable en France puisqu'il est non-résident au moment du fait générateur. La moins-value de cession, on ne peut rien en faire, elle n'est pas imputable sur le gain d'acquisition selon l'administration fiscale française. Et le gain d'acquisition, lui, est soumis à une retenue à la source qui s'applique depuis le 1er avril 2011. Et donc, il ne va concerner que la partie du gain d'acquisition imposable en France, de source française. Et donc, pour savoir si la retenue à la source doit s'appliquer, il convient de vérifier que, lors de la cession, la personne est bien non-résident fiscal de France. Quels taux sont applicables pour cette retenue à la source? Alors, pour les attributions antérieures au 28 septembre 2012, ce sont les taux fixes que l'on a vus précédemment, avec la possibilité pour opter pour une imposition en traitement et salaire. Pour les attributions à compter du 28 septembre 2012, c'est une imposition au traitement et salaire. Concernant cette imposition en traitement et salaire, vous le savez, le taux de la retenue applicable sont de 0, 12 et 20%. Petit rappel, les retenues au taux de 0 et 12 sont libératoires de l'impôt sur le revenu. En revanche, dès lors qu'on est dans la tranche de 20%, cette retenue n'est pas libératoire, ce qui signifie en fait que le contribuable devra redéclarer l'intégralité de son gain dans sa déclaration. Ce gain sera imposé de façon classique, application du quotient familial, application du barème progressif jusqu'à 45%, mais évidemment, les retenues qui auront été pratiquées seront défalquées de l'impôt finalement dû. Petit exemple concernant cette retenue à la source. Donc, j'ai un bénéficiaire qui est résident fiscal français lors de l'octroi de ces options. Pendant la période de référence de 2 ans, il travaille 1 an en France, il y est imposé également. On se souvient, on est dans un cas de plan qualifié, donc le fait générateur est lors de la cession. Lors de la cession, la personne est non résidente fiscale française, donc une retenue à la source doit lui être pratiquée sur son gain d'acquisition imposable en France. On se souvient que la personne n'aura travaillé qu'une année sur les 2 ans de la période de référence et donc la retenue à la source sera effectuée sur 50% du gain d'acquisition qui correspondra au gain de source française. Marc, je te repasse la parole. Merci Delphine. Alors, c'est sûr que c'est pas facile de digérer tous ces éléments concernant la fiscalité, mais bien entendu, on est là à la fois pour répondre à vos questions après cet échange et pour approfondir si jamais il y avait besoin par la suite. Alors, de mon côté, je voulais revenir sur implication patrimoniale de vos opérations. En fait, quel est le rapport que vous pouvez avoir avec votre banquier concernant votre actionnariat manager? Bon, alors déjà dans un premier temps, c'est à quel moment il est judicieux de faire un point avec son banquier. Moi, je vois au moins 3 moments importants. Le premier, c'est au moment de l'échéance de certains plans, donc je vais y revenir, lors d'un projet patrimonial, souvent matérialisé par l'acquisition d'un bien immobilier, et puis ça peut être également, bien sûr, la mobilité. Revenir en France, changer de pays d'expatriation, faire venir votre famille. Voilà, tous ces éléments-là qui sont intéressants et qui sont autant d'événements avec lesquels il est intéressant de discuter avec votre banquier parce qu'il peut y avoir une préparation particulière. Donc, si on revient sur les échéances de vos plans, vous pouvez être amené à être à la fin de droit pour des stock options. Alors, il n'en existe plus beaucoup maintenant de ce type de plan, mais il en existe encore. Donc, c'est un événement qui est souvent important puisque si vous perdez vos droits, vous perdez les actions qui sont derrière et donc par là, vous perdez parfois des sommes assez importantes. Il peut y avoir la livraison d'actions gratuites de vos plans.
Et donc là, la livraison définitive veut dire que les conditions d'attribution ont été remplies. Et que faire? Est-ce qu'il peut y avoir une fiscalité à ce moment-là? Donc, le financement de l'impôt peut être un élément déclenchant pour faire un point avec son banquier. Il y a aussi la fin de conservation d'actions gratuites, ce qui veut dire que ces actions-là, vous pouvez les vendre et vous pouvez les vendre pour un projet particulier. On va y revenir un petit peu plus loin. Donc, c'est aussi l'occasion de se dire, mais d'accord, très bien, il y a une fin de conservation. Et quel titre vendre? Quelle est la meilleure manière d'utiliser ces différents plans? L'exerçabilité des stock options, à partir du moment où vous avez passé votre période de vesting, vous pouvez être amené à exercer et donc à acheter les titres issus des droits d'option. Et donc là, c'est encore un moyen de faire un point avec son banquier pour savoir si la banque pourrait vous aider à financer cette levée d'options. Alors, lors d'un projet patrimonial, ça, on va dire que vous êtes toujours en train d'évoluer. Le patrimoine évolue à la fois dans votre famille, mais également personnellement. Donc, c'est quel projet peut être soutenu grâce à vos titres, grâce à vos titres qui seraient mis en garantie ou qui seraient vendus ou qui seraient utilisés d'une manière ou d'une autre. Ça peut être également une donation où il pourrait y avoir une succession qui amènerait à ce que quelqu'un de votre famille récupère soit des droits, soit des titres. Et donc là, bien évidemment, le banquier peut être là pour vous soutenir dans les démarches. Besoin de financement, oui, pour acheter votre bien immobilier. Encore une fois, utiliser les titres en garantie ou bien le financement d'une soulte. Ça peut être lors d'un divorce, par exemple, être amené à acheter la partie de votre conjoint. Et dans ce cas-là, peut-être d'avoir besoin d'un financement pour acheter cette partie-là. Utilisation des titres en garantie, c'est ce que je disais, soit en prêt immobilier, soit en levée d'options. Autre moment, c'est votre mobilité. Ça peut être au moment du départ de France, retour de France ou changement de pays. À chaque fois, il est bon de se dire, faisons un point avec le banquier pour voir s'il y aurait des choses à préparer. À préparer pour le départ de France, à préparer pour votre retour en France, acquisition de votre prochaine résidence principale, par exemple, ou de préparer également les différentes lignes de plan que vous avez par rapport à la fiscalité du pays dans lequel vous êtes. Changement de pays, de la même manière, Delphine a parlé tout à l'heure d'exit tax. Il pourrait y avoir une exit tax dans le pays dans lequel vous êtes et il pourrait y avoir de nouvelles règles, des règles différentes dans le pays dans lequel vous allez être résident, dans lequel vous allez avoir votre prochaine mission professionnelle. Alors, après avoir fait un point, c'est quels sont les sujets un petit peu plus dans le détail que vous pouvez aborder avec votre banquier. Lorsqu'une fiscalité cross-border, alors c'est issu d'une opération que vous auriez fait sur vos titres, vous pouvez être amené, comme l'a détaillé Delphine, à avoir une fiscalité dans plusieurs pays. Donc là, ça devient effectivement des cas assez complexes pour une opération qui vous semble très simple, puisque vous avez juste à appuyer sur un bouton pour vendre vos titres. Mais derrière, il va y avoir le règlement d'impôt. Alors, la Banque Transatlantique s'occupe de bon nombre d'impôts à payer, surtout quand il s'agit de payer l'impôt pour la France, donc pour le gain de source française, et parfois, en lien avec l'entreprise, de pouvoir régler également par withholding l'impôt qui serait dû dans le pays dont vous êtes résident fiscal ou bien dans un autre pays dans lequel vous avez pu travailler. Donc, tout ça est extrêmement à la fois contraignant pour vous parce que vous avez des obligations de payer l'impôt dans tel ou tel pays. Et là, le banquier est un véritable soutien pour vous accompagner dans cette démarche. Il peut y avoir des échéances de plan. On a vu les livraisons des actions gratuites qui peut donner lieu à une imposition et vous devez payer, dans ce cas-là, dans le pays dans lequel vous êtes, un impôt sur ce gain d'acquisition
alors même que vous pourriez ne pas pouvoir vendre vos titres. Donc, pas de sell to cover pour payer cette échéance. Donc, là, on peut faire appel également à un financement. Donc, précisément, de voir ça avec votre banquier. Donc, si on revient sur les soutiens que peuvent apporter votre banquier, on est sur l'aide à la déclaration. Comme vous le savez, la complexité interpays, multi-pays, trans-pays fait qu'il y a une complexité dans la déclaration. Et donc là, on est à la fois par la documentation que nous avons, j'entends par là l'aide par exemple à la 2042C ou l'IFU ou d'autres documents qui pourraient vous aider à votre déclaration en France. On est là en véritable soutien en documentation, également en calcul pour le calcul des gains et la traduction de la typologie des gains pour savoir comment faire votre déclaration. Et puisque vous avez déjà payé comme impôt, on y revient. Voilà, les règles fiscales transfrontalières, il y a des obligations vis-à-vis de la France, bien sûr. Il y a des conventions internationales qui font que si vous avez déjà payé dans un pays, vous n'allez pas repayer dans l'autre. Et puis, il y a les règles de l'OCDE qui font que vous devez payer un prorata en fonction du temps de travail fait dans tel ou tel pays pendant la période de vesting. C'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Delphine. Alors, le levier de dette et la garantie qui est constituée par vos titres, c'est l'acquisition d'un bien immobilier, par exemple. Vous avez un prêt qui peut être partiellement garanti par vos titres. Vous pouvez avoir également un plan de financement qui va être adapté à votre situation, soit actuelle en termes d'endettement ou future, retour en France par exemple. Vous pouvez faire appel à une dette également pour payer votre impôt. Je reviens sur la livraison des actions gratuites, mais ça peut être également pour l'exit tax par exemple. Et puis la SOULT qui est souvent lié à un bien immobilier, donc une certaine illiquidité de votre patrimoine. Et donc là, vous pouvez faire appel à une dette pour passer cette transition et récupérer la pleine propriété du bien immobilier immédiatement. Alors, des donations également font partie des événements que beaucoup de nos clients, pour lesquels beaucoup de nos clients nous sollicitent. Ça peut être des dons de titres qui ont été très intéressants à un moment donné du fait de la fiscalité réduite au moment de la donation entre parents à enfants. Aujourd'hui, la donation reste malgré tout, la donation de titres reste malgré tout intéressant parce que ce que vous donnez, c'est à la fois un actif, mais c'est aussi potentiellement du revenu puisqu'il y a des dividendes qui sont versés pour chacun de vos titres. Alors, quel notaire choisir? Parce qu'il y a des notaires, surtout à Paris, qui sont presque spécialisés dans la donation de titres. Nous sommes en lien avec eux, donc c'est l'occasion de pouvoir faire appel à nous dans le cas de ce type d'opération. Et quel contexte? La situation des donataires est très importante. Et puis, où en est-on dans les systèmes d'abattement, par exemple, à savoir ce fameux abattement de 100 000 € tous les 15 ans, qui est une bonne opportunité également pour faire cette donation de titres à vos enfants et leur laisser la possibilité d'avoir des projets personnels. Voilà. Alors, on ouvre la séance des questions. Delphine, peut-être que tu as sélectionné quelques questions auxquelles tu souhaites répondre. Donc, n'hésitez pas par le chat et nous vous répondrons. Tout à fait. Alors, un petit point, là, j'ai vu pas mal de questions sur l'imposition à l'étranger des différents gains. Donc ça, pour tout ce qui est imposition à l'étranger, on vous conseille de toute façon d'aller voir un conseil local pour qu'il puisse vous dire quelle sera exactement la fiscalité applicable. Une question intéressante qui concernait la fiscalité d'action gratuite émise par une société étrangère sur un compte titre en France pour un non-résident. Alors en fait, les règles que j'ai évoquées
peuvent s'appliquer très bien à des actions gratuites émises par une société étrangère ou française. Ce sont les mêmes. La seule différence qu'il pourrait y avoir, c'est que on a vu mon exposé traiter des plans qualifiés, c'est-à-dire des plans qui respectent les conditions du Code de commerce français. Et un plan étranger ne va pas forcément respecter ces conditions. Dès lors, le gain d'acquisition, ça va être considéré comme du salaire, on va passer dans un bulletin de paye avec charges sociales, etc. Et la plus-value de cession gardera son traitement classique. Donc, en fait, l'idée, c'est que dès lors qu'on a des actions gratuites émises par une société étrangère, c'est de savoir si oui ou non ce plan, alors, souvent on a des sous-plans français justement pour que les bénéficiaires français puissent bénéficier de ces régimes fiscaux intéressants. Donc, savoir si le plan bénéficie ou non, est qualifié ou non pour pouvoir bénéficier des dispositifs, de la réglementation que je viens de vous exposer. Alors, j'ai une autre question. Si je reviens en France, dois-je vendre des titres avant de rentrer? Alors ça, c'est l'occasion de pouvoir faire un point avec son banquier. Est-ce que vous avez un projet en face? C'est souvent l'élément qui va être générateur de la vente d'une partie de vos titres. La réponse à cette question est vraiment spécifique à votre situation. Et également, pourrait l'être en fonction de la fiscalité du pays dans lequel vous êtes résident fiscal et que vous allez quitter. Donc, tout ça est on va dire, analyser assez en détail d'ailleurs, parce que vous pourriez avoir des titres à vendre qui sont soumis à un impôt français alors que vous étiez résident fiscal dans un autre pays que la France, simplement parce que vous avez votre période de vesting qui était en totalité en France. Voilà. Donc, cas particulier à étudier avec votre banquier et le fiscaliste. De toute façon, il est assez clair que dès lors qu'on est dans un contexte de mobilité internationale, on pourrait faire presque du cas par cas à chaque fois, donc avec la fiscalité notamment des pays qui sont quand même assez différentes. Il est toujours bien dans son cas particulier de faire une analyse un peu plus approfondie. Alors, vous avez exposé les règles générales, mais forcément avec la fiscalité qui peut s'appliquer dans votre nouvel état d'activité professionnelle, voir comment on répartit tout ça, oui. Alors, une autre question, peut-être pour toi, Delphine. Si j'ai des revenus fonciers en France, est-ce que cela a des répercussions sur l'imposition de mes gains? Alors, j'imagine des gains de source française, si je vends des titres de mon plan. Tout à fait, parce que tout est inclus dans ce barème progressif. En fait, c'est à tort qu'on pense qu'un non-résident a une imposition limitée à 20 ou 30%. Non, c'est le barème progressif qui va s'appliquer avec les règles du quotient familial, etc. Mais avec ce minimum, comme on a vu, de 20 ou 30%. Donc, effectivement, ça peut modifier la donne. Alors, il y a cette question. Pensez-vous, au vu de la complexité de l'imposition évoquée en tant qu'expatrié, qu'il est favorable d'investir pour un montant inférieur à 2 000 €? Alors, investir dans quoi? C'est la question. Vous savez que l'ISF n'existe plus et que lorsque vous investissez en France et que vous êtes non résident, on parle d'actifs financiers dans ce cas-là. Vous n'avez pas non plus d'imposition sur le gain que vous allez réaliser à la suite de la vente de titres en France. Vous en aurez selon vos obligations dans le pays de résidence fiscale que vous êtes et vous pourriez en avoir sur les dividendes qui sont versés, tu me dis si je me trompe Delphine, sur les titres français que vous déteneriez en France. Voilà. Mais la France est une belle place d'investissement financier lorsqu'on est non-résident, lorsqu'on est un expatrié. L'ISF n'existe plus depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est l'IFI avec une imposition sur le patrimoine immobilier uniquement.
Alors, avant, de toute façon, l'ISF pour les non-résidents, on ne prenait pas en compte les placements immobiliers. Il y avait une exonération particulière qui était prévue. Mais maintenant, avec l'IFI, de toute façon, il n'y a même pas d'exonération particulière parce que les placements financiers ne sont plus concernés. Alors, j'ai une autre question. Si je deviens résident fiscal de France, donc si je reviens en France, j'imagine, serais-je toujours suivi par vos soins si on vous suit aujourd'hui? Oui, on va pas. La Banque Transatlantique a une grande partie de sa clientèle qui est résidente fiscale en France. On a développé maintenant depuis très longtemps cette expertise pour l'international et pour les expatriés. Et c'est ce qui fait un peu notre singularité. Ceci étant, on reste en confiance et on continue à vous suivre, même si vous êtes de retour en France. Alors, n'hésitez pas, même si ce sont des questions qui sont très spécifiques à votre pays, à votre situation, n'hésitez pas à les transmettre. Il y a des coordonnées là, nous sommes restés sur la slide développement clientèle privée. C'est donc notre équipe qui est très réactive et qui transmet à la fois au bon banquier, à la bonne équipe au sein de la Banque Atlantique pour que vous ayez la réponse au plus vite. Mais n'hésitez pas à nous transmettre vos questions complémentaires. On espère que cette présentation vous aura ouvert alors déjà répondu à quelques-unes de vos questions, mais également ouvert quelques orientations, quelques possibilités. Sachez vraiment que la Banque Atlantique se fait remarquer par la gestion spécifique, sa gestion personnalisée. Et c'est comme ça que nous souhaitons être au plus près de vous, au plus près des expatriés. Et donc, sur cet aspect de plan d'actionnariat manager, aujourd'hui, on peut dire que la Banque Atlantique est leader dans la gestion des plans sur un aspect technique, sur un aspect fiscal, mais également sur l'accompagnement qu'il peut y avoir ensuite patrimonial, puisque toutes les opérations que vous faites sur vos plans ont des impacts, bien sûr, sur votre patrimoine et du coup sur votre environnement familial. Donc voilà, pour les questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les transmettre et espérons que cette présentation vous ait apporté des réponses. Très bonne journée à tous. Merci à tous et très bonne journée également.